On est revenu. On est revenu, on est revenu, on est revenu. Voilà, bah oui. Qu'est-ce que tu croyais? Bonjour à tous et merci d'être là. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais vous remercier. Vous êtes 5000 à me suivre, vous me soutenez après chaque vidéo, vous m'envoyez de la force, vous me faites des retours. Et franchement, c'est vos retours qui me motivent à continuer de faire des vidéos tous les semaines, etc., etc. Donc franchement, merci à vous. C'est la dernière vidéo de 2020, cette maudite année est enfin terminée. On va aborder différents sujets, donc on va aborder plusieurs sujets d'actualité. Et ensuite, on va parler des deux derniers matchs, donc contre Valladolid et contre Eibar. On va commencer tout de suite avec l'interview de Messi. Vous avez suivi, hein, il avait fait une interview à la Sexta et où on avait peur justement qu'il annonce un départ, la fin de son histoire avec le Barça, etc., etc. Il n'en a rien été, il a dit qu'il se déciderait plus tard dans la saison, plutôt en fin de saison, qu'il n'allait pas prendre de décision tout de suite. Bon, sur le fond, quelque part c'est rassurant, ça veut dire qu'il ne compte pas négocier avec un club comme on avait pu l'entendre dès le mois de janvier, sachant qu'il est libre de négocier dès le mois de janvier avec qui il veut. Donc il va attendre le prochain président. Et au-delà de ça, on voit dans cette interview qu'il a l'air vraiment heureux, il a changé par rapport à l'interview qu'il avait fait juste après le bureaufax, où il avait une tête de dépressif. On sent que tout ça, c'est derrière lui, qu'il a réussi à se changer les idées, et qu'il arrive, je pense qu'aujourd'hui, il arrive à se projeter et voir son avenir au Barça. Maintenant, on va pas s'emballer, mais en tout cas, c'est positif. La deuxième info, c'est le changement de coach à Paris, notre adversaire en Champions League. Donc Thomas Tuchel a été limogé. Les raisons, on s'en fout, tout ça, ça nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que du coup, Paris va avoir un nouveau coach à 1 mois et demi de l'échéance en Champions League. Ce serait visiblement Pochettino qui devrait reprendre ce poste. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire en 1 mois et demi parce que c'est quand même un délai très court pour construire quelque chose de nouveau. Il devrait plutôt s'inspirer de ce qui a été déjà fait par Thomas Tuchel. Pour moi, ça ramène un peu d'incertitude côté Paris. Après, comme je l'ai dit dans les vidéos d'avant, quand j'avais parlé de ce tirage, l'ennemi du Barça, c'est surtout le Barça. Il faudrait que nous, on commence à s'améliorer déjà pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Ensuite, le mercato d'hiver arrive, donc il y a des petites rumeurs sur les recrutements. Eric Garcia tout d'abord, alors il paraît qu'il ne devrait pas arriver cet hiver, ce serait plutôt pour cet été. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je vois pas l'intérêt de payer plusieurs millions en janvier, sachant que dans quelques mois on l'aura gratuit très clairement. Même Fils de paille, bah c'est un peu différent parce que on manque d'attaquants. Aujourd'hui, on est obligé de jouer avec Martin Braithwaite en titulaire. Donc on pourrait se dire qu'effectivement, avoir Memphis Depay, ce serait une plus-value. Mais d'un autre côté, on ne peut pas recruter un attaquant pour 6 mois. On doit arrêter au Barça de penser sur 6 mois, sur 1 an. Il faut penser sur 2, 3 ans. Il faut penser à un moyen long terme. Le prochain attaquant que le Barça achète, faut que ce soit un attaquant qui va nous servir 4, 5, 6 ans. Un peu comme l'a été Luis Suarez. L'autre joueur donc linké avec le Barça, c'est Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool. Il n'a toujours pas prolongé avec son club. Il pourrait arriver cet été gratuitement. Je pense que pour cet hiver, c'est mort, puisqu'il est énormément utilisé quand même à Liverpool. Jürgen Klopp compte sur lui, il joue le titre actuellement, ils peuvent aller chercher la C1, donc je les vois pas se séparer de leurs joueurs en janvier, donc là-dessus il faut pas compter. Pour cet été, j'ai envie de dire, il faut voir si Ronald Koeman continue. S'il arrive d'ici à la fin de la saison à instaurer quelque chose de cohérent avec son équipe, ce qui n'est pas encore gagné, hein, clairement pas, et que le futur président décide de donner de la continuité et laisser Koeman une deuxième saison, une troisième saison, alors là pourquoi pas, parce que c'est un joueur qui va correspondre à ce que recherche Ronald Koeman dans son milieu de terrain. Maintenant, si on a un autre coach, ce sera pas forcément le genre de milieu de terrain qu'on va chercher au Barça. Ensuite, on va enfin parler donc des matchs, ce qui nous intéresse le plus, le match contre Valladolid et le match contre Eibar. La chose intéressante qu'on va retenir évidemment, c'est l'aspect tactique. Je l'avais dit à la fin de la dernière vidéo où on avait joué à peu près les 20 dernières minutes du match contre Valence avec une défense à 3. Et j'avais dit qu'il était possible que Koeman continue dans ce sens-là avec cette tactique pour d'abord garantir une solidité à son équipe pour pouvoir attaquer. Et c'est ce qu'il a fait, donc il a joué les deux matchs avec une défense à 3 et 2 pistons. Alors tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse sur cette tactique, parce qu'on parle de 3-4-3 et tout de suite tout le monde a fait un lien en disant voilà, c'est Cruyff, c'est 3-4-3. Non, il y a beaucoup de façons de faire un 3-4-3 et le 3-4-3 qu'on a vu dans les deux derniers matchs du Barça, c'est plus un 3-4-3 à la Conte qu'autre chose. Pour vous faire un résumé rapidement, dans ce 3-4-3, on a 3 défenseurs centraux de métier, l'anglais Mingueza et Araujo, et on a 2 pistons sur les côtés, donc 2 latéraux, qui sont Serginho Dest et Jordi Alba. Donc on est plus proche d'une défense à 5 qu'autre chose. Et là où la comparaison ne tient pas avec le système de Cruyff, je vous ferai, je pense, une vidéo sur le 3-4-3 de Cruyff pour tout expliquer, mais rapidement sur le côté défense, Cruyff, dans sa défense, il avait un défenseur central, peut-être 2,
mais c'était toujours des défenseurs centraux très techniques, capables de jouer au milieu de terrain. Donc, celui qui a le plus souvent joué, c'était Ronald Koeman justement, qui est un défenseur qui est capable de jouer au milieu de terrain et qui a joué au milieu de terrain d'ailleurs. L'autre défenseur central, c'était Nadal, qui lui aussi était un joueur très technique, capable de jouer au milieu de terrain. Et très souvent, il alignait un défenseur central avec deux latéraux dans sa défense. Des latéraux qui pouvaient être Sergi Barjuan, Juan Carlos ou Chapi Ferrer. Et ces latéraux-là, souvent, c'était même des anciens ailiers. Sergi Barjuan et Chapi Ferrer, c'était des joueurs qui ont été formés en tant qu'ailiers. Et c'est Johan Cruyff qui les a placés en tant que défenseurs. Et enfin, Cruyff, du coup, ne jouait pas avec deux latéraux en plus aux côtés de sa défense à 3, mais il avait deux vrais ailiers qui avançait. Donc il alignait par exemple Stoïkov ou Tchiki sur les ailes en plus de sa défense à 3 et son milieu en losange. Voilà, je ferme cette parenthèse, on va revenir au 3-4-3 de Koeman. Donc ce système-là, c'est pour en partie combler, on va dire, l'absence d'ailier, parce qu'avec la blessure de Dembélé et Trincao qui répondaient pas aux attentes, mais c'est aussi quelque part pour se donner de la stabilité défensive, se rassurer entre guillemets. Je pense que Koeman se dit que pour construire son équipe, il faut d'abord créer quelque chose de solide, une équipe qui n'encaisse pas, pour donner de la confiance aux joueurs, pour qu'ils puissent attaquer. L'avantage donc de ce système, on l'a vu contre Valladolid, c'est que ça donne évidemment plus de liberté, plus d'assurance à Alba et Serginho Dest qui peuvent monter plus sereinement et occuper l'espace sur les ailes. Et donc ça va donner une formidable première mi-temps contre Valladolid, puisque le jeu est très bien écarté et ça laisse de l'espace pour les créateurs au cœur du jeu. On a Pedri et Messi qui peuvent agir tranquillement, combiner, créer du jeu, et on a vu une très très belle première mi-temps, de très belles phases de jeu. Après, le point faible de ce système, évidemment, ça va être la relance. En théorie, les lignes de passe, elles sont bonnes, mais à chaque fois, on a 4 joueurs derrière la première ligne de pression adverse. On a 3 défenseurs centraux, et on a également Ter Stegen. Ça fait 4 joueurs, c'est beaucoup trop. On n'a pas assez de joueurs derrière les lignes de pression. Deuxième défaut, c'est que notre double pivot, Pjanic et Frenkie, ils restent en ligne. Ils restent l'un à côté de l'autre. Du coup, par exemple, lorsque les défenseurs ils arrivent à transmettre un ballon à Frenkie, et Frenkie se retourne, il n'y a que très peu d'options de passe devant lui, très peu d'options de passe derrière la ligne de pression. Il a Messi et Pedri. Tous les autres joueurs sont à côté de lui, Pjanic, Jordi Alba, ou derrière lui, les défenseurs centraux. Du coup, il n'a que 2 options de passe pour aller vers l'avant, et donc le bloc adverse peut facilement marquer ces joueurs-là et empêcher les lignes de passe vers eux. Ce qui oblige souvent donc nos pivots à revenir en arrière, repasser par les défenseurs centraux, repasser par le gardien parfois, et nous oblige à jouer long pour sortir. Et ça s'est vu du coup en deuxième mi-temps contre Valladolid. Ils sont venus jouer plus haut, ils nous ont pressés, et on a eu bonne quinzaine, vingtaine de minutes où on avait du mal à sortir les ballons. Mais heureusement pour nous, on avait Messi qui était là dans ce match-là, et Léo est capable de battre le pressing de n'importe quelle équipe à lui tout seul, parce qu'il peut prendre une balle, se retourner, éliminer 2-3 joueurs et avancer. Donc chaque fois que Messi décrochait et qu'on arrivait à lui fournir la balle, donc il nous aidait à éliminer le pressing de Valladolid. Mais c'était déjà le point négatif que j'avais noté sur ce match-là, et ça s'est confirmé derrière contre Eibar. Le terrible Eibar, le grand Eibar qui est venu au Camp Nou, avec tout simplement une idée claire, c'était de nous presser justement haut, parce qu'ils savaient que nos défenseurs centraux, les 3, ne prennent pas d'initiative, ils ne montent pas avec la balle, ils ne viennent pas attaquer l'espace, ils restent derrière. Du coup, Eibar s'est contenté de faire un pressing positionnel, d'occuper l'espace autour de nos pivots et de nos joueurs offensifs, et le Barça a été incapable de relancer proprement durant toute une mi-temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toute une mi-temps où on a été incapable de sortir le ballon. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où on va jouer une grosse équipe en Champions League? Deuxième mi-temps, donc Ronald Koeman, il sera obligé de réagir. Il va faire rentrer Dembélé pour repasser sur une défense à 4 et avec Dembélé sur l'aile. Sauf qu'il fait sortir Serginho Dest et non Mingueza. Là encore, un choix un peu frileux de la part de Koeman. Il n'a pas été assez ambitieux. Malgré ça, donc l'entrée de Dembélé va faire énormément de bien. Ça va nous créer pas mal d'occasions. Malheureusement, il va y avoir cette erreur de Araujo qui apporte le but pour Eibar. Donc là, je vais aborder l'autre point, ce sont les erreurs individuelles. Beaucoup me parlent d'erreurs individuelles et d'occasions manquées, parce qu'effectivement, Martin Braithwaite, il a loupé le penalty en première mi-temps. Effectivement, Araujo, il fait une erreur et on se prend un but. Ok. Est-ce que ça justifie de ne pas gagner ce match? Non. On joue contre le monstre Eibar au Camp Nou qui n'avait jamais ramené un seul point du Camp Nou. Quand tu essayes de jouer haut, des erreurs défensives, ça arrive. Par le passé, des fois Busquets perdait un ballon, on encaissait un but, ou Dani Alves perdait un ballon et on encaissait un but. Ou même Victor Valdés pouvait faire une erreur de relance
dans un classico et on encaissait un but et on était mené 1-0. Mais derrière, tu continues de jouer, tu continues de développer ton idée, tu continues de faire ton jeu et tu essaies d'aller chercher la victoire. C'est pas parce qu'on fait une erreur individuelle que le match doit être terminé et que ça justifie de perdre. Non, les erreurs, ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui va se passer, le Barça va rapidement égaliser au score et ensuite on va pousser pour essayer d'aller chercher la victoire qui n'arrivera pas, malheureusement. Donc au final, c'est encore 2 points de perdu au Camp Nou, mais ça, à la rigueur, pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est anecdotique, parce que ce match-là, on aurait pu le gagner, effectivement, il y a eu un penalty, il y a eu des occasions, hein, il y a eu de la malchance pour Martin Braithwaite aussi. Pour moi, le souci, ce n'est pas de gagner ce match-là, le souci, c'est qu'un match au Camp Nou contre Eibar, on doit les écraser. C'est-à-dire que même si notre défense fait 2 erreurs et qu'on encaisse 2 buts bêtement, on doit en marquer 4 ou 5 contre une équipe comme ça, mais facilement. On doit en marquer 4 ou 5 en 60 minutes et ensuite lever le pied. Et enfin, un troisième point, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, c'est l'effectif. On m'a dit pourquoi tu ne parles jamais d'effectif, on a des blessés, on n'a pas d'attaquants, etc., etc. L'effectif, il est ce qu'il est. L'effectif, pour moi, c'est une donnée que tu as en début de saison. Le coach, il a un effectif donné, il fait un travail avec. Les blessures, toutes les équipes ont des blessures. Regardez les autres équipes, regardez le Real, regardez Liverpool, etc. Vous pouvez regarder plein d'autres équipes. Des blessures, cette saison, tout le monde y est confronté malheureusement. Vous pouvez regarder la saison dernière, on avait aussi énormément de blessures. Ça fait partie du football malheureusement. Effectivement, l'effectif aujourd'hui pour aller chercher la Champions League, il est short, parce qu'on n'a pas, comme vous dites, on n'a pas un attaquant de grande classe. On manque au moins d'un défenseur central plus solide que ce qu'on a actuellement. Mais cet effectif-là, pour moi, c'est un des meilleurs effectifs de Liga, si ce n'est le meilleur. Vous pouvez me mettre en face tous les effectifs de Liga, je choisirai toujours l'effectif du Barça. Même l'Atlético, même le Real Madrid, ils n'ont pas un aussi bon effectif que le Barça, c'est mon avis. Et même si vous estimez que le Real a un meilleur effectif que le Barça, ou même l'Atlético, ça laisse quand même le Barça dans le top 3 des meilleurs effectifs de Liga. Donc pour moi, faire ce genre de match contre Eibar, contre Valence ou contre je ne sais quelle équipe de Liga, ça ne peut pas se justifier par l'effectif. Notre effectif est largement meilleur que ces équipes-là. C'est donc un non-sujet. Voilà, ça commence déjà à faire long pour cette vidéo. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. En tout cas, ça fait plaisir de revenir. Merci encore pour votre soutien. On se retrouve très très vite, donc comme je vous l'ai dit, avec une vidéo pour essayer de parler du 3-4-3 de Johan Cruyff. Et on se retrouve aussi pour le débrief du prochain match. Prenez soin de vous. Ciao.